Bienvenue au balado L'Astuce, un espace dédié aux professionnels de la finance au Québec, où l'expertise rencontre la pratique. Dans cet univers auditif et visuel, nous vous proposons deux types de contenus. Tout d'abord, chaque mois, nous accueillons des invités de renommée qui gravitent autour de l'industrie des services financiers. Qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, de comptables, de fiscalistes, de planificateurs financiers ou de hauts dirigeants de cabinets et d'entreprises. Leur expérience et leurs perspectives éclaireront votre compréhension de ce secteur dynamique. Ensuite, chaque semaine, plongez avec nous dans l'analyse minutieuse de stratégies et de théories financières et fiscales. Condensées en épisodes de 5 à 10 minutes, préparez-vous à découvrir des astuces précieuses pour naviguer avec succès dans le monde complexe de la finance. Bienvenue au balado L'Astuce, le balado hebdomadaire de l'Astuce avec un spécial. On reçoit des conseillers de l'industrie des services financiers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Lauzon, qui est planificateur financier chez IG Gestion de patrimoine, qui est aussi un ami, que j'invite pas tous mes amis, j'invite mes amis que je sais qu'ils ont des trucs vraiment intéressants à dire. Puis Benoît, t'es chez IG depuis un moment. En fait, tu es dans l'industrie depuis un moment. Parle-moi un peu du parcours que tu as depuis que tu es dans le service financier, parce que quand on s'est connus, c'était justement chez IG, mais tu es arrivé avant ça, Desjardins. Parle-moi un peu du parcours que tu as. Oui. En fait, j'ai terminé mon bac en 2012 à l'UQTR, puis dès le moment où est-ce que j'ai terminé l'université, j'ai tout de suite été engagé par... C'était la fédération Desjardins qui engageait une équipe de relève. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais j'ai été engagé par la fédération Desjardins en 2012, en fin 2012, puis après à peu près un an, c'est comme la caisse de Drummondville qui a un peu racheté mon contrat, je peux dire ça comme ça, de la fédération Desjardins. Fait que j'ai fait un an pour vraiment dans une chaise de conseiller en finances personnelles pour la caisse à Drummondville. Puis à l'automne 2014, c'est là qu'on s'est connus. D'ailleurs, à l'automne 2014, là, j'ai fait le saut de la caisse vers IG, qui était Group Investors, qui s'appelait Group Investors à l'époque. Donc, j'ai fait le saut pour devenir très autonome dans le fond à mon compte à l'automne 2014. Puis, à travers le temps, en fait, en 2014-2015, j'ai fait un certificat en planification financière à distance avec la TELUC. Puis en 2015-2016, j'étais allé chercher mon titre avec l'UQPF de planificateur financier. Puis me voilà encore chez IG 10 ans, ça fait 10 ans le mois dernier en fond. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es passé de Desjardins à IG? Tu sais, en fait, tu volais peut-être. Tu étais plus un entrepreneur. Là. Ouais, c'est ça, il y a différents. Il y avait. Les modèles sont vraiment différents. Fait qu'il y avait quand même, tu sais, dans ma prise de décision, il y avait beaucoup de pour puis beaucoup de contre, là, dans le sens que c'est sûr que côté stabilité, sécurité, possibilité d'avancement, tout ça, les choses étaient plus claires, étaient plus prudentes, si je peux dire, d'une certaine façon, plus sécurisante dans une institution plus traditionnelle, un modèle plus traditionnel comme Desjardins. Par contre, mettons, les critères qui étaient les plus importants pour moi, qui m'ont fait faire le saut malgré ça, j'ai pas été très longtemps chez Desjardins, puis en fonction par rapport à ce qui s'était passé, j'avais quand même changé de poste à quelques reprises en peu de temps, puis à chaque fois ça l'amenait un remaniement de la clientèle, dans le sens que j'avais un nouveau book qui était associé à moi, puis de pas avoir le contrôle là-dessus, puis de recommencer avec des nouveaux clients ou des nouveaux membres de façon très régulière. C'est épuisant, puis c'est pas le fun pour le conseiller, mais c'est pas le fun non plus parce que les clients arrivent et sont tannés parce que t'es le troisième en 3 ans, là, tu sais. Fait que là, l'idée de pouvoir comme monter ma clientèle, puis de travailler avec eux, de travailler sur leur objectif financier, mais d'être là assez longtemps pour voir pas juste faire le plan, mais le réaliser aussi, là, tu sais, puis de l'accompagnement finalement à moyen long terme, ça c'était un des... Puis c'est sûr aussi, côté rémunération, on se cachera pas, là, dans le sens que c'est un couteau à 2 tranchants, c'est ça, t'as pas la sécurité, mais
j'avais confiance en moi, j'avais confiance en mes moyens, puis je savais que si c'était pour aller de la façon que je l'espérais, ben là, c'est sûr qu'il y a une grosse, il y a une énorme, il y a une énorme augmentation par rapport aux revenus parce que t'as pas de C'est tout pas de le limite. risque d'affaires. Exactement, parce que t'arrives là au joueur puis ta paye du mois c'est zéro, là, tu sais, t'es travailleur autonome, t'as pas de salaire. Puis, comment tu joues la différence entre le planificateur financier? Parce que dans l'équipe, tu es l'expert, mais tu es, aussi le chef de l'entreprise en même temps. Là, c'est comme deux rôles. Oui, en effet. Tu sais, c'est sûr que d'une certaine façon, tu deviens victime de ton succès. Fait que, c'est un beau problème. Ben, pas que c'est un problème, mais ça amène des défis. Dans le sens que moi, je fais ce que j'ai toujours voulu faire. Je suis content parce que j'ai fait le changement, puis que ça, pour les bonnes raisons, puis ça se passe bien de mon côté. Sauf que avec le succès, puis avec, tu sais, quand ça grossit de façon rapide, ben, tu sais, à un moment donné, t'as pas le choix, faut que t'embauches un employé, 2 employés, 3. Puis, ben là, tu sais, ça vient avec la gestion des ressources humaines, ça vient avec à plus petite échelle que dans une grosse compagnie, sauf que ça reste que c'est toi l'employeur quand même, fait que les conflits entre employés ou, tu sais, puis t'es pas prêt à ça, t'es obligé de faire, tu le fais parce que t'as pas le choix de le faire, fait que ça, je sais que encore aujourd'hui, je pense que je me suis amélioré, mais c'est encore un défi de pas oublier cet aspect-là parce que je suis tellement focus sur ma job de planificateur financier, sauf que ça vient avec quand même, là, tu sais. Justement, ta job de planificateur financier, ça ressemble à quoi actuellement? Parce que, tu sais, il y a beaucoup de conseillers, beaucoup de planificateurs financiers, mais on n'a pas toute la même façon de travailler. Fait que toi, ta job comme planificateur financier aujourd'hui, elle ressemble à quoi? Puis elle a-tu évolué depuis les 10 dernières années? Ouais, c'est ça. Oui, ben oui. Et des fois, ça fait 10 ans, des fois, j'ai l'impression que ça en fait 30 tellement que les choses ont changé, là. Tu sais, oui, pour le client, mais pour les conseillers aussi, dans le sens que, tu sais, moi, je m'en souviens quand j'étais arrivé chez G, puis mon repère est chez G, mais je pense que je pense pas me tromper en me disant que c'était comme ça partout. L'objectif numéro 1, c'était vraiment, tu sais, les directeurs nous disaient, puis nos coachs nous disaient, va chercher plus de clients. Tu sais, c'était ça, là. C'était, la game, c'était, si tu veux juger comment un conseiller est bon, regarde son nombre de nouveaux clients à la fin de l'année, là, puis fais un ordre décroissant, puis tu vas avoir tes meilleurs. Il y avait même des concours, là. Il y avait des concours, là. On avait des bonnes, tu sais, on avait des possibilités de gagner des bonnes, tu sais, peu importe, mais le focus, tu sais, on se faisait dire que si tu veux réussir, plus tu vas aller en chercher des nouveaux clients, plus tu vas réussir, tu sais. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est un changement de paradigme incroyable. C'est quasiment rendu l'inverse, là, dans le sens que c'est beaucoup plus sur la qualité que sur la quantité, là. Fait que c'est sûr que quand tu vises plus la qualité, ben, si tu veux donner un service plus de qualité, ça prend plus de temps. Fait que tu peux te permettre moins de clients, plus c'est comme toute la roue qui tourne de l'autre côté. Fait que c'est sûr que mon travail, l'offre de service puis ma façon de travailler avec mes clients aujourd'hui est complètement différente de v'là 10 ans parce que tu sais, je regarde le nombre de clients que j'ai aujourd'hui puis je pense que j'ai à peu près 25% des clients que j'avais il y a 4-5 ans, tu sais. Fait que c'est sûr que je peux pas. L'offre de service que j'offre aujourd'hui, il aurait fallu que je travaille 150 heures par semaine. Là, 5 ans pour être capable de la livrer, c'est impossible. Là, ça vient à parler justement, vu que ça a évolué, il a fallu que tu segmentes ta clientèle au fil du temps. Puis il y a beaucoup, aujourd'hui, les coachs d'affaires vont en parler aux conseillers, comme justement à cause de cette pratique-là, avant, allier des clients et des clients. Avoir 2000 clients pour un conseiller aujourd'hui, surtout pas si tu fais de la planification financière, c'est impossible. Il a fallu que tu segmentes, il a fallu que tu priorises les clients, il a fallu que tu dises non à des clients, il a fallu que tu vendes peut-être des clients. T'sais, comment tu as fait ta segmentation et comment tu as fait encore aujourd'hui? En fait, mon processus de segmentation, c'est fait sur plusieurs années. Dans les 4-5 dernières années, je pense que c'est arrivé 3-4 fois que j'ai dit que là, je segmentais pour une dernière fois. Je pense avoir fait cet été, mais là, ça fait 4-5 fois que je suis ça, puis que finalement, je resegmente. Mais là, honnêtement, je pense que j'y suis arrivé. Il y a différents. Dans le fond, tu sais, pour répondre à ta question, à savoir qu'est-ce que je faisais, mettons, avec comment je gérais le fait de diminuer mon nombre de clients. Bon, chez Jean, la compagnie nous offre la possibilité de leur vendre des blocs de clients qui sont gérés par d'autres conseillers, sur un modèle, un offre de service différente pour les clients. Là. Fait que la bonne nouvelle, c'est que j'avais pas à me soucier de dire il faut que je trouve acheteur
faut que je sois acheteur pour ces clients-là parce que la compagnie, tu sais, j'avais juste à leur dire quels clients, finalement, je leur envoyais. Fait qu'à ce niveau-là, c'est comme ça que ça s'est fait. Puis au niveau de sur quoi je me suis basé, tu sais, c'est sûr que après plusieurs années, comme on dit dans le domaine, j'avais déjà, quand j'ai commencé à segmenter, ma business était quand même rendue à un niveau très satisfaisant versus au jour 1. Fait que je pouvais m'en permettre plus, tu sais, on se cachera pas qu'en 2015, mes critères de segmentation étaient très fins, très légers. Fait que là, avec le temps, ben, c'est sûr que tu peux te permettre de segmenter un petit peu plus. Fait que, je te dirais, aujourd'hui, là, comme je disais, l'été dernier, j'ai passé par ce que je crois être ma dernière grosse tranche de segmentation. Les principaux facteurs sur lesquels je me basais pour... Parce que dans le fond, l'exercice, quand tu as X nombre de clients, puis tu vas en segmenter, puis tu dis, mettons, exemple, je veux en avoir 15% de moins, ben, tu sais, comment tu fais pour savoir c'est qui tu gardes, qui tu gardes pas, tu veux pas faire d'erreur, tu sais. Fait que, il y a les facteurs principaux sur lesquels je me suis basé pour savoir, pour donner une évaluation au client, je peux dire, là, ben, évidemment, il y a l'actif suggestion que le client en question a avec moi aujourd'hui. Il y a le potentiel d'actif aussi à court, moyen, long terme. Fait que, tu sais, évidemment, ben, le jeune médecin qui sort de l'école, qui a 27 ans, il a bien beau avoir pas une scène, mais s'il est capable de placer 2-3 000 $ par semaine, évidemment que je vais garder. Il y a aussi le facteur... la notion de plaisir puis est vraiment importante pour moi. Puis ça fait partie aussi de ce que je disais que v'là 9 ans, j'aurais peut-être pas pu me permettre ça financièrement. Tu sais, là, aujourd'hui... C'est pas de plaisir. Si j'ai pas de plaisir... ça regarde pas bien, là. Tu sais, puis autant pour moi que pour le client, tu sais, je me dis... Il y a tellement moyen, j'ai tellement de clients, en fait, la quasi-totalité de mes clients, on a des super bonnes relations, fait que, tu sais, moi je me dis, c'est comme une relation amicale, c'est comme une relation amoureuse, tu sais, si le fit est pas bon, puis que vous vous entendez pas bien, tu sais, à un moment donné, regarde, c'est peut-être juste, c'est pas de la faute de la personne, c'est peut-être mieux juste comme je suis peut-être pas la bonne personne pour toi, puis t'es peut-être pas un client qui fit dans ma business, puis, fait que, il y a le fit en soi, puis, le dernier gros aspect, c'est vraiment un nouveau référencement. J'ai des clients, moi, ils ont pas beaucoup d'actifs avec moi par rapport à la moyenne d'actifs par client, qui ont pas vraiment un gros non plus un potentiel à futur, mais j'ai une super bonne relation avec eux autres, puis ils ont un cercle social ou à job ou peu importe, chaud dans le sens qu'ils sont bons, ils parlent, c'est des ambassadeurs. C'est des ambassadeurs. Ils sont bons pour me référer, pour me mettre en contact avec leur entourage. Puis ils sont bons pour bien me présenter. Ils ont ça facile. Puis à chaque année, je reçois un appel de gens de leur entourage à eux qui me disent que bon, telle personne a vanté tes services. Fait que, ben, tu sais, des clients comme ça. Ça aussi, faut que tu le tiennes, faut que tu le comptes dans le calcul. Fait que c'est vraiment ça, là, dans le fond, les critères sur lesquels je me suis basé pour savoir qui je garde et qui je garde pas. Là. C'est dur de le faire parce que, tu sais, les conseillers que je rencontre qui ont beaucoup de clients, ils ont leur top clients. Là, puis là, ils travaillent vraiment fort, puis ils savent. Ils savent là, que leur bronze, qu'ils devraient peut-être vendre ce volet-là, parce que tes bronzes, une fois que tu l'as fait, ne deviennent plus des bronzes différents. Ouais. Mais ils ont toujours un peu de misère à le faire parce qu'ils disent c'est grâce à ces gens-là que j'ai bâti la business que j'ai. Fait que mentalement, c'est dur de le faire, puis une fois que tu le fais, c'est facile ou c'est quand même ouais, puis tu sais, ben, je pense qu'il y a des conseillers pour qui c'est plus difficile de le faire ou pas. Tu sais, il y en a pour qui c'est plus facile. C'est sûr que les premières fois, c'est plus difficile. Mais tu sais, moi je pense que ceux qui ont, par expérience, quand je parle avec des collègues ou des gens dans l'industrie, ceux qui ont vraiment, tu sais, que ça vient chercher, puis que ça leur donne le vertige, juste l'idée c'est parce qu'ils je pense que c'est leur mindset, leur façon de voir ça qui est pas bonne, dans le sens qu'ils voient ça comme un acte de trahison, puis tu sais, tel client, il m'a donné ma chance au début, puis je comprends, là, je comprends le principe, mais tu sais, moi je pense que tout s'explique, j'ai jamais ou à peu près jamais eu de mauvaises réactions là, extrêmes de clients quand je leur annonçais ça, parce que quand tu expliques aux clients que
en fonction de l'offre de service, où est-ce que je m'en vais, comment je travaille, ben, tu sais, si vous ne vous fitez pas dans cette offre de service-là, ben, la plus-value que j'amène à mes clients, je peux pas vous l'amener parce que c'est pas, vous correspondez pas au type de client que je peux aider. Fait que j'aime bien mieux vous faire continuer avec un conseiller qui travaille quasiment uniquement avec des gens qui ont une situation comme vous, parce que c'est comme n'importe quoi dans la vie, là, plus t'en fais, meilleur t'es. Mais fait que ce conseiller-là, il est plus habitué de vivre votre réalité, de que ce soit une consolidation de dette ou peu importe. Fait que j'aime bien mieux vous référer à quelqu'un qui est plus spécialisé que moi dans des clients qui vous ressemblent. Fait que vous allez être mieux servi par lui. Fait que tu sais, quand c'est présenté de même, mais tu sais, c'est sûr que si je l'avais appelé, j'aurais dit, écoute, t'as pas assez, fait que merci, là, mais t'as un nouveau conseiller. Ben là, tu sais, c'est ça. Tout est dans la présentation, je pense. Là. Puis là, justement, toute cette chose-là a amené que. Parce que je sais que tu offres un service exceptionnel aux clients que tu n'as. Tu n'as pas infini de clients, c'est pour ça que tu es capable d'offrir ce service exceptionnel-là. Ouais. C'est quoi rendu cette approche-là? C'est qu'est-ce que tu offres à tes clients? C'est quoi l'approche que tu as avec ta clientèle au niveau du service? Ouais. Ben, dans le fond, la réponse revient toucher un peu aussi à la segmentation. Dans le fond, nous, ce qu'on a fait, l'exercice dans l'équipe, c'est on a segmenté tous nos clients dans 5 grandes catégories, je peux dire. Bon, il y a dans le logiciel qu'on utilise, les termes sont déjà prédéfinis, fait qu'on a pris ces termes-là, là, ça peut être n'importe quoi, mais on a nos clients platines qui représentent, moi dans le fond ce que je veux, c'est que je veux que les platines représentent de 5 à 10% maximum en termes de le nombre de clients que j'ai, il faut que ce soit 5 à 10% qui sont platines. Fait que là, ben, évidemment, tous les facteurs sur lesquels je me base pour évaluer les clients que j'ai expliqué tantôt, les platines, ça va être c'est toujours du monde qui ont beaucoup d'actifs, beaucoup de potentiel, avec qui j'ai une super belle relation. Eux autres, c'est des clients étoiles. Puis comme tu disais, c'est un bon point que tu as amené tantôt, Jess. Puis un client platine pour moi, puis mon collègue qui ferait une segmentation, puis mon autre collègue qui ferait une segmentation, ça va être complètement différent parce que tu sais, en segmentant, tu t'augmentes toujours. Fait aujourd'hui, j'ai des clients que j'ai pas gardés qui étaient mes platines de 8 ans, tu sais, fait que ça évolue dans le temps. Mais c'est ça, fait qu'on a les platines. Après ça, on a ce qu'on appelle or, qui sont dans le fond, un peu des platines en devenir, si on veut. Là, c'est même moule de clients, mais un peu moins d'actifs, un peu moins de potentiel, tout ça. Puis, l'offre de service est assez semblable pour les deux. C'est juste que un peu plus de chouchoutage avec les platines, avec plus de contacts dans une année, plus d'invitations dans les événements marketing, plus de petits cadeaux, plus de petites attentions. Mais le volet planification financière puis le rendez-vous en soi, ça changera pas. C'est plus l'expérience client qui est plus le fun. T'es plus VIP, là, tu sais. Platine que or. Puis après ça, on a argent et bronze. Nos clients bronze, en fait, c'est des gens qui ont des bons montants d'actifs avec nous, avec notre équipe, avec qui on s'entend bien, mais qui ont à peu près ou pas de potentiel, dans le sens que le cas classique, ça va être un couple de gens qui viennent prendre leur retraite. La totalité de leurs placements sont avec moi. Fait que, à moins qu'ils gagnent au 6,49, on s'entend, là, ils n'ont plus de salaire, il n'y a plus de rentrée d'argent. Fait qu'ils peuvent pas placer la nouvelle argent, puis ils n'ont plus de placement ailleurs. Fait que, tu sais, il y a à peu près pas de potentiel de business. Sauf que ça l'amène quand même. C'est des clients qu'on veut garder parce qu'ils ont des bons montants. Fait qu'eux, on les a regroupés dans la catégorie bronze. Puis dans la catégorie argent, c'est un peu l'inverse, dans le sens que j'ai des clients bronze qui ont 800 000, j'ai des clients argent qui ont 60 000. Mais les clients argent, c'est des clients à fort potentiel qu'on veut amener à devenir des or et des platines. Fait que ça va être, ça peut être des jeunes professionnels ou des gens qui n'ont pas beaucoup d'actifs, mais qui vont placer 2-3 000 piastres par semaine, 2 semaines ou whatever. Mais beaucoup de nouvelles, beaucoup de rentrées d'argent, si on veut, fort potentiel. Puis on a notre dernière classe, c'est ce qu'on appelle transition là, dans notre système, mais il n'y a pas beaucoup de clients là-dedans, mais ça va être des clients qui, pour une raison ou une autre, on veut, qui demandent à peu près pas de service, pas beaucoup de temps. Ça va être des enfants, des fois de certains clients que
on peut pas faire grand-chose pour les aider parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est important pour mes relations d'affaires avec d'autres clients qu'on les garde pour une raison ou une autre, là, finalement. Je comprends, c'est au niveau du service justement extra là, que ça va. Mais tout le monde a accès à son plan financier, à son plan d'investissement s'il en a besoin. Moi, la façon dont je vois ça, c'est si à cause de ta situation en tant que client, je juge que c'est pas une bonne décision de business de faire ta planif, puis de couvrir tous les aspects de ta planification financière, je vais pas te garder. Ça revient à ce que je disais tantôt, tu sais, celui qui disait que le client que certains conseillers vont se sentir mal, ça c'est quelque chose qu'on voit souvent. Les conseillers, ils ont bonne conscience de garder des gens qui sont là depuis le début parce qu'ils veulent pas leur faire de la peine, sont bien intentionnés, puis ils se disent « Hey, Denis, ça a été le premier, tu sais, puis je veux le récompenser, je vais le garder jusqu'à la fin. » Ouais, tu vas le garder jusqu'à la fin, mais Denis, ça fait 3 ans que tu l'as pas appelé. Ouais. Mais là, Denis, il serait peut-être mieux avec un conseiller qui l'appelle à toutes les années, là. Ouais. Fait que moi, si je suis pas capable, tu sais, j'ai des standards de base en termes de planification financière, si tu ne fites pas dans mon modèle en tant que client, puis je suis pas capable de t'offrir ça, je vais pas te prendre en charge dans mon équipe, là. T'as pas d'orphelin. Tu sais, puisqu'il y en a des fois, j'ai un gros revenu, mais du client que je m'occupe. Non. Fait que c'est des orphelins qui rendent de l'argent, mais finalement, il n'y a pas de service qui est donné. Fait que le client paye cher, finalement. Oui, c'est ça. Puis, à travers le temps, j'en ai eu des clients comme ça, mais moi, je leur ai toujours. Depuis quelques années, là, plus, moi, je pense que c'est important de dire les vraies choses, puis d'avoir des conversations franches avec les clients, puis des gens comme ça, là, tu sais, que faut tes appels, ils rappellent jamais, puis c'est compliqué, incroyable d'avoir un rendez-vous, tout ça. Tu sais, moi, je leur dis, là, vous me payez actuellement. Dans les frais dans le ratio de frais de gestion complet que vous payez, il y a une partie de ces frais-là que vous payez pour un service qui vient de moi, puis ce service-là, vous me permettez pas de vous le donner. Là. C'est comme si vous allez à Ronde, vous achetez votre bracelet pour la journée, vous allez aux toilettes puis vous repartez. Mais pourquoi tu as payé ton bracelet? Tu aurais pu aller aux toilettes à côté. Là. Fait que si ça vous intéresse pas de faire les manèges, vous avez payé pour, vous payez pour. Là. Fait que soit que vous faites les manèges puis que je vais vous aider à les faire, ou que, dans le fond, on va juste... je vous sers à rien, je vous coûte trop cher pour rien. Là, fait que, puis là, des fois, ça réveille. Des fois, les clients sont comme « Ah ouais, tu peux faire... ah ouais, tu peux regarder. » Ben oui, tu payes pour ça. Là, fait que dans ce cas-là, des fois, c'est juste la petite bougie d'allumage qui fait que la relation devient plus solide. Dans d'autres cas, il y en a qui disent OK, moi, ça m'intéresse pas, mais c'est correct. Ça sera juste pas avec moi, c'est tout. Anyway, tu veux pas me voir pareil. Non, c'est ça. Puis, est-ce que tes clients sont satisfaits? J'imagine que oui, là, mais comment tu fais pour évaluer le niveau de satisfaction de tes clients? Il y a plusieurs façons. La compagnie en soi va envoyer de façon aléatoire à n'importe quel client de la compagnie par courriel des sondages pour évaluer ça. Fait que ça, c'est une source. Dans notre équipe, on en a fait un modèle vraiment juste pour notre équipe qu'on cite d'autres choses qui sont moins couvertes, mettons, par le sondage de la compagnie. Fait qu'on y va de cette façon-là aussi. Ouais, ça fait que tu vas chercher le feedback des autres. Là, tu as parlé de ton équipe aussi. Ouais. Tu sais, tu as une belle clientèle, tu donnes du service, ça prend du monde pour te soutenir là-dedans. Là. Parle-nous un peu de ton équipe. Ouais. Comme là, tu vois, actuellement, on est 4 dans mon équipe. On est 2... moi, je suis conseiller principal, puis j'ai un conseiller associé aussi. Fait qu'on est 2 conseillers qui ont nos permis, finalement, puis qui rencontrent des clients. Puis on a en fait, j'ai 2 autres employés. J'en ai une qui est vraiment volet purement administratif, transactionnel. Donc, elle, dans le fond, est ultra importante en arrière-scène, je peux dire, mais donc, les clients n'ont pas conscience qu'elle est là. Elle va tout préparer les ouvertures de compte, les documents, les avis de transfert, les documents signés, les signatures numériques, les transactions achetées, les fonds, tout vraiment transactionnel. Elle fait à peu près que ça. Puis, dans le fond, la 4e personne, elle, son rôle, c'est vraiment de l'expérience client. Fait que, dans le fond, elle, c'est la porte d'entrée. Un client qui appelle, ça passe toujours par Amélie. Fait que si... puis là, Amélie, en fonction de c'est quoi la question, c'est quoi le besoin, elle va rediriger soit à moi ou à Alex, qui est l'autre conseiller, ou si elle est capable, si c'est une question plus administrative, elle peut s'en occuper, on n'aura juste pas conscience que le client a appelé.
Elle va rediriger, elle va s'occuper de tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est marketing. Là. Tantôt, je parlais, là, les platines sont un peu plus chouchoutées. Ben, tu sais, c'est bien beau, puis c'est bien beau de dire, OK, je le fais, puis je suis prêt à investir les montants X, mais les cadeaux de fête, ils tombent pas du ciel. Tu sais, il faut t'en occuper. Faut que tu t'occupes de. Tu veux changer, tu veux être original, tu veux magasiner, tout ça. Fait que tout ce qui est expérience client, marketing, réseaux sociaux, contact, première ligne avec le client, c'est Amélie qui fait ça. Fait que moi, ça me permet de me dégager de tout ça. Parce que dans le fond, le focus en ça, moi, j'essaie toujours de me dire, j'essaie toujours de prendre les bonnes décisions puis de mettre les choses en place pour que j'aille le plus de temps possible. Parce que t'es le meilleur. Et voilà, c'est en plein ça. Tu sais, moi, ça se peut pas, mais dans un monde idéal, 100% de mon temps, je serais assis en arrière de mon bureau, puis je serais avec mes clients, puis je ferais tu sais, il y a des incontournables autour, mais le but, c'est de te rendre le plus proche, en tout cas, à mon avis, le but, c'est de te rendre le plus proche possible pour déléguer tout ce que tu peux déléguer, finalement. Ça c'est bon que tu en parles, parce qu'à un moment donné, il faut que tu fasses un move, parce que, tu sais, justement, il y a des gens qui vont segmenter, mes platines, je vais leur donner ça, puis ça, mais la charge est tout le temps à eux autres de la faire. Ouais. Puis là, à un moment donné, c'est que si tu décides de segmenter, d'offrir plus, à un moment donné, il faut que tu investisses aussi, parce que sinon, tu vas donner beaucoup, mais les autres en arrière, ça revient à ce qu'on disait tantôt, tu te retrouves à avoir des orphelins qui aller acheter un cadeau, puis prendre une heure pour ça, ou écrire un coup. À un moment donné, c'est que ça. Non, c'est ça. Puis tu sais quoi, Jess, moi je trouve que à la limite, le mot est peut-être fort, là, mais à la limite, si exemple, là, je passais, c'est moi qui s'occupais de, mettons, je me dirais, OK, la personne, Amélie, qui s'occupe de l'expérience client, mettons, je dirais, bon, je veux sauver son salaire, fait que je vais m'en occuper, puis je vais travailler plus, tu sais, puis c'est moi qui vais magasiner les cadeaux, puis je suis là pour mes clients, puis tu sais, je veux tout faire, je vais être Superman, là, mais à la limite, là, c'est quasiment malhonnête d'une certaine façon, parce que, tu sais, dans la façon que je suis payé, dans la façon que les clients payent les frais, ben, tu sais, les frais conseils qu'ils payent, c'est pour mon service de planificateur financier. Tu sais, mais au final, si sur mon 45 heures dans ma semaine au bureau, j'en passe 12 sur Amazon à magasiner des cadeaux de fête, puis à organiser des événements, puis à faire des invitations, puis à envoyer les billets du spectacle, puis à souhaiter bonne fête, puis t'as oublié ton mot de passe, je vais te montrer comment faire pour aller chercher ton. Ben, tu sais, pendant que je fais tout ça, là, je suis zéro planificateur financier là, dans ces heures-là, mais les clients, ils me payent pareil. Ils me payent pour être planificateur financier, puis je le fais pas. Là, fait, c'est pour ça que je te dis, tu sais, d'une certaine façon, ça devient quasiment malhonnête dans le sens que, tu sais, plus que tu fais de choses qui sortent de ton rôle de planificateur financier, ben plus tu t'éloignes de. C'est ça. Plus tu t'éloignes de ça. Je sais qu'à l'époque, tu étais toujours bâti sur passer le client en premier. Ouais. Là, j'imagine que toute cette philosophie-là est descendue dans l'équipe aussi. Tu sais, tout le monde. C'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'ai toujours. Un peu comme tu viens de dire, ça a toujours été. Ma façon de voir les choses, dans le sens que, tu sais, je pense qu'une des façons, surtout, encore plus pour des nouveaux, mais une façon de te démarquer qui est quand même facile, à mon avis, quand tu commences dans le domaine, parce que c'est pas facile d'établir ta crédibilité. Tu sais, on vend pas des jeans là. Fait que tu sais, quand t'es nouveau, les gens ils ont pas le goût. Tu sais, l'erreur de débutant là, quand t'achètes des petits achats ici et là, c'est pas la fin du monde de la vivre en tant que client. Dans ton plan de retraite, l'erreur du débutant, ça te tente pas tant que ça. Fait que les gens sont réticents à des fois à donner une chance aux nouveaux. Fait que tu sais, moi souvent ce que je dis aux nouveaux au bureau, c'est tu sais, s'il y a une chose que tu contrôles à 100% puis qui est facile, c'est le service au client. Puis tu sais, quand tu es à ton compte, d'une petite équipe ou même si tu es tout seul, encore plus, ben c'est bien plus facile de bouger, tu as bien plus de latitude que les grandes banques ou des gens, tu sais, que c'est des milliers d'employés. Fait que, tu sais, quand tu appelles à. Moi, je dis, tu sais, t'appelles à la banque, tu vas tomber automatiquement sa boîte vocale, ils vont dire que c'est, je sais pas, 24-48 heures avant qu'ils te rappellent, peu importe. Ben, tu sais, ton retour d'appel, ton retour de courriel, le service que tu donnes, les suivis que tu fais, c'est 100% à ton contrôle. Tu n'as pas besoin d'avoir 15 ans d'expérience, puis tu n'as pas besoin d'être le meilleur planificateur financier. Tu n'as pas besoin de, tu sais, ça tu peux le faire, puis juste ça, il y en a gros des clients que tu vas les acheter juste parce que c'est incroyable. Ils ont ton numéro de cellulaire, tu sais, exemple. Fait que je pense que ça, j'ai toujours été comme ça, puis je le suis encore, le service puis la rapidité de réponse, puis
la paix d'esprit que ça amène aux clients de savoir que si j'écris, j'ai pas encore, c'est sûr qu'il va me répondre, puis en plus, il va me répondre vite. Là, Puis là, ça fait 10 ans chez IG. Pourquoi IG, il y en a des réseaux de distribution. Pourquoi IG quand tu as commencé? Ben, à la base, tu sais, qu'est-ce qui m'avait beaucoup intéressé, puis qu'est-ce qui me parlait, c'est que par rapport, tu sais, quand j'évaluais la possibilité de m'en aller ou pas de chez Desjardins, mais tu sais, moi, exemple, quand j'étais chez Desjardins, dans mon poste de conseiller en finances personnelles, tu sais, je m'occupais de tout ce qui était, exemple, les comptes de placement, puis si on avait besoin de faire un prêt hypothécaire. Mais c'est sûr que si j'avais un client qui avait besoin d'assurance vie, exemple, ben là, il fallait que je le réfère à la personne qui s'occupait puis pour un autre type de besoin, il fallait qu'elle soit référée à une autre personne. Puis malheureusement, ben tu sais, ça n'arrive jamais qu'on se soit un matin, tout le monde ensemble, qu'on disait, là, on regarde pour être sûr qu'on ne tire pas tous sur notre barre de couverte, là, parce qu'on a tous des objectifs. Tandis que là, mettons, chez IG, ce que j'aimais, c'est que je savais que quand j'allais chercher un nouveau client, j'étais en mesure de le prendre en charge de A à Z. Fait que t'as besoin d'un compte chèque, puis t'as besoin d'une marge de crédit avec un prêt hypothécaire, des produits de placement, une assurance vie, tu sais, tous les produits, à peu près tous les types de catégories de produits financiers, ben c'est moi le chef d'orchestre, je vois la vue d'ensemble, puis tu sais, je vais te prendre en charge pour toute l'expérience. Fait que ça me parlait beaucoup d'être capable de... Puis c'est une belle opportunité de business aussi parce que tu vas toucher de la rémunération sur plein de produits. Là, fait que ça puis il y avait aussi le fait que la bannière avait une bonne la crédibilité, puis ça fait une compagnie qui appartient à Power Corp, qui est cotée en bourse, qui existe depuis quasiment 100 ans. Fait que ça l'amène, ça diminue quand moi je me disais, j'étais très jeune, je commençais dans le domaine. Ça l'amène une crédibilité de savoir que même si mon conseiller c'est un petit jeune qui commence, il est en arrière d'une grosse bannière qu'il peut pas faire n'importe quoi, puis j'ai pas parti Benoît Lauzon service financier, là, ça peut être un défi supplémentaire là, ou quand tu commences, fait que tout ça ensemble, je pense que c'est ça qui a fait. C'est sûr que faire une approche 360 de même, c'était intéressant, tu l'as dit au niveau de la rémunération, mais le client perd pas, dans le sens, il gagne. Le fait que justement, parce que quand tu fais juste le placement, ben là, je parlerai pas d'assurance invalidité avec cette personne-là, j'en fais pas. Mais au final, il tombe invalide 2 ans plus tard, puis finalement, il ressort ses placements. Fait que tu sais, au final, t'as pas fait ta job au complet, tout à fait. Puis, dis-moi donc, là, tu as dit dans les 10 dernières années, ça a évolué, même rapidement. Où tu vois ta pratique, parce que là, c'est pas encore terminé, l'intelligence artificielle, tout ça, on dirait qu'il y a toujours d'évolution dans notre secteur. Comment tu vois ton approche dans les prochaines années? Ben, tu sais, comme tu l'as dit, surtout, je pense, depuis depuis la COVID, depuis le début de la pandémie, il y a eu des changements c'est quand même incroyable, là, le nombre de changements qu'il y a eu dans notre pratique, surtout encore plus dans la mienne, dans les dernières années. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben, comme tu as dit, l'intelligence artificielle, je pense que c'est très important à tenir compte de tout ça. Je pense que il y en a beaucoup à qui ça fait peur. Il y a beaucoup de conseillers à qui ça fait peur de penser à ça quand c'est déjà arrivé, quand on regarde la vitesse puis la facilité à laquelle l'intelligence artificielle peut créer un portefeuille efficace, pas mal plus rapidement que moi à la limite. Puis, fait tu sais, je pense que ce qui est bien important, moi je la vois plus comme une opportunité, parce que je pense que c'est important de réaliser que il faut comprendre ce que ça va faire, ce que ça fera pas. Fait que c'est sûr que si tu essaies de combattre ça, puis tu essaies de battre l'intelligence artificielle dans ce que ça va faire, t'es mort. Le sablier viral à l'envers, puis je sais pas quand tu vas mourir, mais c'est une question de temps parce que tu y arriveras pas. Là, le robot conseiller, il va être là 24 sur 24, 7 jours sur 7. Puis il va avoir 100 000 fois plus de connaissances que toi. Sauf qu'il y a plein de choses que nous, on peut faire que lui fera jamais. Fait que je pense que l'important par rapport à ça, c'est de comprendre, essayer de comprendre ce que le temps va nous le dire aussi, on va s'adapter, mais de comprendre comment ça va fonctionner, cette bébête-là, puis de l'utiliser comme outil complémentaire à ce que je vais faire, puis de me concentrer de plus en plus sur ce que ça fera pas. Fait que, honnêtement, l'intelligence artificielle, moi, je pense que dans les prochaines années, ça va être ça le plus gros... ça va être un gros défi, puis ça va amener des changements. Je pense que si on structure nos choses correctement, peut-être que dans quelques années, on va pouvoir devenir...
on va peut-être être capable de servir un petit peu plus de clients en nombre, mais sans négliger l'offre de service parce que il y a des choses que je fais actuellement qui me prennent beaucoup de temps que probablement que ça va se faire dans un claquement de doigts par l'intelligence artificielle. Fait on va peut-être j'espère en fait c'est mon souhait, c'est qu'on soit capable de s'adapter pour faire en sorte que donner la même offre de service, peut-être on va pouvoir charger moins cher aux clients parce que il y a un bout que j'aurais pu à faire. Fait que donner la même offre de service avec un peu plus de clients. Fait que si tu as plus de clients, tu sais, si les clients payent moins de frais, ben automatiquement ça va diminuer ma rémunération. Mais si ça me paye 15% de moins, mais que j'ai 15% de clients de plus, au final, tout le monde est content. Fait que moi, je pense que ça va être surtout ça. Là. On va l'utiliser pour augmenter soit le niveau de service des clients ou justement pouvoir. Parce que comme tu as dit, on a une clientèle limitée parce qu'à un moment donné, je peux pas en avoir plus, mais si ces outils-là me permettent d'en avoir plus, parce que moi je pense que l'intelligence artificielle va pouvoir remplacer des fois des calculs que tu faisais qui étaient vraiment compliqués, que là va te remplacer en un prompt direct, mais reste que ça te prend encore le volet humain d'être capable de le vulgariser à ton client. Puis je pense ça, le conseiller de demain, si j'ai de quoi à mettre, il faut que je regarde de bien vulgariser quelque chose qui est compliqué. Absolument. Je pense que les deux points les plus importants sur lesquels les conseillers doivent miser pour la complémentarité à l'intelligence artificielle, le premier, tu viens de le nommer, c'est exactement ça. Parce que la même notion expliquée par un robot conseiller ou par toi parce que tu comprends à qui tu parles, puis tu prends un langage ou un type d'approche qui correspond. Le robot ne comprendra pas à qui il va expliquer. Si tu poses des questions, il va avoir la même réponse pour les cinq. Fait que ça, c'est un. Puis deux, je pense que le plus important, à mon avis, ça va vraiment être développer le lien de confiance. Parce que, tu sais, là, ça va se faire, ça sera pas un an, là, tu sais, mais quand ça va commencer, les clients, même s'ils sont quand même confiants que le robot conseiller donne une réponse pertinente, une réponse vraie, adéquate, là, c'est pas demain matin là, que la relation de confiance, ça sera pas pareil. Puis, tu sais, moi, je le sais, j'ai des clients, exemple, que, je te donne un exemple rapide, mais tantôt, je parlais de la pandémie en 2020, au printemps 2020 ou en 2022, où est-ce que ça a été très difficile ces marchés pendant un X nombre de temps, puis que j'ai eu des appels de panique de ou un événement fort vécu dans la vie d'un client. Ben là, après ça, quand il se passe telle affaire, tu sais, tu t'en souviens, c'était passé, fais attention à... Mais ça, puis là, ça arrive, les gens me disent « Ah, t'as raison, parce que là, tu sais, quand les marchés montent, on pourrait mettre plus d'action. Il n'y a pas personne qui est intolérant au risque quand ça monte. Il y a personne qui m'a appelé en disant là, ça monte trop, là, je panique, il faut que ça monte moins. Fait que tu sais, quand ça monte, les gens veulent prendre plus de risques. Fait que tu sais, par contre, de les ramener puis de leur faire réaliser que si ça descend, là, puis vous vouliez prendre votre retraite parce que vous m'aviez dit que vous aimeriez ça aller en Floride avec vos petits-enfants, si on augmente beaucoup les actions puis qu'à cause de ça, ça compromet des voyages avec ce que vous m'aviez parlé. Wow, ouais, attends un petit peu, là, peut-être que je m'enflamme. Bon, tu sais, ça l'amène. Mais là, le robot conseiller, il fera pas ça, là. Il va pas te dire, fais attention, là, tes petits. Fait que cet aspect-là puis que le client soit capable de se dire, je vais en parler à Benoît parce que je sais que je sais qu'il va me donner son opinion franche, puis je sais que si je dérape, c'est ça, si je dérape, il va me ramener. Tu sais, ça, je pense pas que l'intelligence artificielle va déloger le conseiller, sauf que c'est sûr que si, en tant que conseiller, tes rendez-vous clients sont basés sur parler des rendements, parler des fonds, parler de ce qui s'en vient à la bourse, parler de tes connaissances économiques, tout ça, tu seras pas capable de le faire à 5%, parce que l'intelligence artificielle va faire... C'est ce que je disais tantôt, l'intelligence artificielle va te battre sur tout ce que tu fais. Puis, fait que le client va dire, ben là, je choix entre toi ou ça qui le fait mieux que toi, puis il me charge moins cher. Le choix va être facile. Là, t'es facilement tassable. Puis, en terminant, qu'est-ce que tu donnerais à un conseil à un jeune conseiller, peut-être pas nécessairement jeune en âge, là, mais un conseiller qui commence, un conseil d'un planificateur financier plus chevronné? Chevronné, ouais.
Moi, je pense que tu sais, la relation de confiance, je vais en parler, là, mais la relation de confiance, je pense que c'est vraiment la clé d'une bonne relation professionnelle entre un client et son planificateur financier. Fait que, tu sais, je dirais à ces gens-là, oui, la théorie tu sais, les différents aspects de la planification financière, puis de couvrir le plan, puis c'est correct, il faut le faire, mais, tu sais, ramenez-vous, puis dites-vous très souvent, très fréquemment que chaque personne, chaque client est différent, chaque personne sa réalité, puis essayez toujours de personnaliser le plus possible votre, vos compétences techniques par rapport à la situation de la personne, puis créer, en faisant ça, vous allez automatiquement créer un lien de confiance qui va être de plus en plus fort. Puis une fois que ce lien de confiance-là, il est fort, puis il est établi, puis que les gens vont vraiment acheter, là. Tu sais, là, après ça, là, que ton compétiteur, une année, fasse un petit peu plus de rendement, qu'il y ait un petit peu moins de frais, qu'il y ait un robot conseiller, qu'il y ait un tel produit, une promotion hypothécaire, là, au bord de la name it, là, les gens vont dire, ouais, mais tu sais, ça c'est... Moi, je vais peut-être avoir un peu un meilleur taux, mais moi, je veux que Benoît soit... Tu sais, fait que garder en tête, pour essayer de garder ça en tête, puis de toujours essayer de bâtir votre relation sur la confiance et non sur des produits, parce que les produits, tôt ou tard, il y en a un qui va en avoir un meilleur quelque part, temporairement ou permanent, tu sais. Ouais. Ben, Benoît, merci d'être venu aujourd'hui pour ça. C'est vraiment apprécié. Félicitations. Je pense que les gens vont retenir des affaires de ce que tu as dit, c'est clair. L'expérience que tu as aussi au niveau entrepreneurial, mais aussi avec les clients. Ben, merci Ouais. d'avoir partagé ça. Merci, Jess.